C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour la team OM, Sébastien Vive. Donc, deuxième émission, Ouvre ton cœur, également sur Vifoot Télé et également sur l'OM C'est Nous. Donc, sera diffusé a priori jeudi. Donc, pour cette nouvelle émission, on avait reçu pour la première émission Bastien Cordeloni qui intervient sur le Phocéen régulièrement. Donc aujourd'hui, Fabrice Aperti de la Provence. Donc merci Fabrice de répondre à notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Une petite présentation rapide de toi. Tu me dis si c'est bon. Après, je suis allé voir sur ton compte LinkedIn. Donc a priori, il n'y a pas d'erreur. Tu es journaliste à la Provence depuis septembre 2008. Et avant, tu avais travaillé à Mercato 365, à But. Voilà, et donc tu suis l'OM au quotidien, interview, reportage, compte rendu de match, dossier. Également, tu interviens dans le JT vidéo de la Provence consacré à l'OM. Voilà, je pense que j'ai fait le tour a priori. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, du coup, donc sur la présentation, toi, je voulais d'abord commencer rapidement un petit peu sur toi. Est-ce que, tu suis l'OM en tant que journaliste, mais est-ce que tu le suivais auparavant en tant que simple spectateur ou supporter, ou alors c'est avec ton travail que tu suis l'OM, quoi? Non, moi je suis né à la fin des années 70, donc j'ai grandi dans les années 80, 90, j'étais enfant puis adolescent, et forcément quand on est passionné de foot, quand on a grandi là-dedans et qu'on a toujours évolué là-dedans, et forcément à cette période on était presque obligé, j'ai envie de dire, d'être supporter de l'Olympique de Marseille, d'autant que moi je suis pas originaire des Bouches-du-Rhône, je suis originaire du Var, juste à côté. Il y a aussi même dans le Var, même si certains s'en défendent, il y a quand même ce culte de l'Olympique de Marseille. Donc, quand on grandit et qu'on voit les exploits de Chris Waddle, donc une belle reproduction sur le torse. Il est là. Exactement, Jean-Pierre Papin, Carlos Moser, Basile Boli, Mehdi Pelé et tous les autres, je vais pas tous les citer, ce serait trop long. Mais quand on grandit Dragan avec Stojkovic, moi je suis un fan de Dragan Stojkovic. J'aimais beaucoup Pixie aussi, malheureusement il a pas eu la chance qu'il aurait mérité d'avoir sur le maillot olympien à cause des différentes blessures. Donc voilà, donc tout ça pour dire que quand on grandit, qu'on aime le football, qu'on est originaire du sud-est de la France et qu'on grandit à ce moment-là avec cette hégémonie olympienne à l'époque, forcément on devient forcément et naturellement, j'ai envie de dire, supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est sûr. Et du coup, forcément, de faire son métier en suivant l'OM, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai une toute petite expérience, c'est quand j'étais au bien public à l'époque où il y avait à Dijon, où il y avait Rudy Garcia. Bon, mais c'était pas l'OM, c'était Dijon. J'ai suivi un parcours au Groupe de France, mais c'est pas pareil quand on suit son club de cœur et que voilà, au quotidien en plus. C'est peut-être plus dur, j'ai envie de te dire, parce que il faut qu'on essaye de prendre du recul quand même par rapport à tout ça. On essaye de bien analyser les choses pour pas raconter n'importe quoi aux supporters qui ne sont pas dupes, qui ont la dent très dure, parfois même la dent plus dure que nous sur certains matchs, certaines situations, certains événements. Donc on peut pas raconter n'importe quoi aux supporters. Les mecs voient les matchs comme nous, ils suivent. Certains même des fois sont encore plus à fond que nous quand je vois des gars aux entraînements autour des terrains ou sur les réseaux sociaux où les mecs passent leur vie en fait à manger de l'Olympique de Marseille en permanence. Donc voilà, donc on peut pas leur raconter n'importe quoi. On a ce devoir d'objectivité envers eux, même si évidemment au fond du cœur, on préfère toujours quand ça se passe bien. Bon, c'est pas toujours le cas malheureusement. Il y a eu beaucoup d'exemples récents au cours des dernières saisons. Mais voilà, après, c'est pas toujours évident de travailler sur son club de cœur. Moi, pour la petite anecdote, avant de travailler sur l'OM, donc comme tu le disais en préambule, je travaillais à l'hebdomadaire But et j'étais basé à Paris parce que j'ai commencé à Paris. Et du coup, je suivais l'actualité du Paris Saint-Germain pendant 2 ans. Donc ça va faire mal, ça. Donc voilà, non mais c'était rigolo aussi, parce qu'il y avait plein, c'était pas la même époque. Donc après, ça dépend quelle époque, c'est quelle époque? C'était 2005 à 2007, donc il y avait pas le Qatar, il y avait Paoletta, il y avait Yepes, il y avait Landreau, Alonso, voilà, c'était toute cette époque-là où Paris n'était pas encore ce qu'il était devenu.
où les relations, qu'on le veuille ou non, avec les joueurs étaient quand même plus simples, puisqu'on les voyait tous les jours à l'entraînement, on pouvait aller naviguer de voiture en voiture pour leur discuter avec eux, etc., etc. Mais tout ça pour dire tout simplement que quand on est journaliste, il faut quand même essayer de prendre du recul par rapport aux événements qu'on couvre, par rapport au club qu'on suit. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, c'est pas la question, quoi. On est là pour essayer d'informer le mieux possible nos différents lecteurs. Ouais, bah, de toute façon, moi, je suis tous les médias marseillais, que ce soit le Phocéen, Football Club de Marseille, vous, Maritima, et puis, bah, finalement, je trouve qu'il y a beaucoup de journalistes qui, bon, évidemment, ils sont supporters, mais ils ont l'objectivité, et du coup, ils disent ce qu'ils pensent, et moi, je trouve que c'est assez juste, hein, et du coup, c'est intéressant, puisqu'on a vraiment, ben, on se comprend, enfin, on n'est pas forcément d'accord, évidemment, mais heureusement, on a un d'ailleurs. regard assez objectif, je trouve. Heureusement qu'on n'est pas d'accord, ça permet d'avoir des débats. Si on était tous d'accord, la vie serait pas rigolote. Ouais. Il n'y aurait aucun débat, il n'y aurait aucune remise en question. Donc, heureusement qu'on n'est pas d'accord, on peut en discuter, on peut en débattre. On change d'avis ou pas, c'est pas important, mais tant que ça se passe dans des bonnes règles et courtoisie, il n'y a aucun souci. Exactement, dans le respect de tous, hein, on le voit avec les réseaux sociaux, c'est pas toujours le cas. Alors, je voulais voir quelques sujets avec toi. Bon, on verra si on a tout le temps, parce que du coup, j'ai beaucoup de questions. Mais on va peut-être pas, on va voir. Alors, ben, je voulais parler de autour de l'OM en ce moment. Non, il n'y a rien, ça se passe pas jamais. Il n'y a rien. Donc, je sais pas, il paraît qu'il y a une vente OM, il y a, bon, la situation financière de l'OM, ça sera un peu plus court, la direction de l'OM, le mercato, le sportif, la formation. Donc, si on peut faire tout ça, ça serait pas mal, mais on verra. Donc, on va commencer par une petite actualité, soi-disant, la vente OM. Disons, les intérêts pour un rachat de l'OM. Alors, mais bien, je voulais revenir un petit peu au début de ces rumeurs, parce qu'au début, c'était que des rumeurs. Quand il y a eu l'article de Tutto Mercato Web qui indique qu'il y avait l'intérêt de Walid Bentaleb, et un petit peu à la même période, pendant le confinement, où du coup on n'avait que l'OM à regarder encore plus que d'habitude, et Romain Molina qui annonçait que lui, le club serait à vendre. Alors déjà, vous, comment à la Provence vous avez réagi à tout ça? C'était un peu compliqué la période du confinement parce que, bon, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé en interne à la Provence, ça intéresse personne. Mais c'était un peu compliqué parce qu'on était tous un peu dispatchés à droite à gauche, pas forcément en permanence sur le pont. Donc évidemment, on a prêté une oreille attentive à ce qui se disait, on a essayé de voir, mais après c'est des sujets qui sont pas non plus très simples à suivre et à traiter parce que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes que d'habitude, déjà d'une part, et puis d'autre part, il faut savoir qu'est-ce que les interlocuteurs qu'on a sur ce type de sujet, est-ce qu'ils nous disent vraiment la vérité? Est-ce qu'ils sont impliqués de près ou de loin dans un dossier? Et est-ce qu'ils ont intérêt à nous donner toutes les informations ou pas? Donc voilà, donc c'est compliqué. Donc évidemment, on a prêté une oreille attentive quand on voit l'histoire du prince Al-Walid bin Talal. Moi, j'ai mis du temps à rentrer en relation avec plusieurs personnes de son entourage. Finalement, j'ai réussi à avoir différentes sources, avoir 3 sources distinctes autour du prince saoudien. Moi, les 3 sources que j'ai eues jusqu'à présent me disent que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je me suis pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux quand j'ai fait l'article en disant que Al-Walid bin Talal n'était pas intéressé. À tort ou à raison, hein, c'est pas, j'ai pas envie d'en discuter aujourd'hui sur cette antenne. Voilà, en revanche, j'ai eu une autre source un petit peu plus tard qui me dit, je pense que tu l'as noté et que tous les supporters de l'OM l'ont noté également, que Al-Walid bin Talal pourrait être intéressé, mais plus tard, dans 1 an à peu près. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que Al-Walid bin Talal, c'est quand même un financier avant tout, qui regarde tous les investissements qu'il fait. Et en ce moment, il y a la crise du coronavirus, qui n'épargne personne, et encore moins l'économie du football, qui est touchée de plein fouet par cette crise sanitaire. Et du coup, voilà, donc du coup, ça freine ses éventuelles ardeurs pour se lancer dans un projet de cette envergure. Donc voilà. Pour l'instant, pour revenir à ta question sur Al-Walid bin Talal, il y a peut-être un intérêt de loin, mais si jamais il venait à se concrétiser, il regarderait davantage pour la saison prochaine, une fois que les choses seront rentrées dans l'ordre et une fois qu'on y verra plus clair pour faire ce qu'on appelle dans le milieu un business plan cohérent qui tienne la route et voir ce que ça peut donner éventuellement dans le futur.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Avez-vous, parce que bon, tout le monde a eu des rumeurs, j'en parlais avec Romain Galiti, on n'est que à Fiole, et puis même moi, qui suis sur Twitter, sur Twitter, on m'a contacté, donc il y a des insiders un peu partout là. Est-ce que vous aviez aussi des rumeurs d'éventuels rachats? Je ne parle pas que Walid Ben Talal, mais justement, comme tu me disais, puisque bon, le travail de journaliste, je le connais, il faut corroborer les sources, et justement, vous n'aviez pas assez de sources pour corroborer les rumeurs que vous aviez d'un Ukrainien, d'un Russe, d'un Chinois, etc. Non, ben, on n'a jamais eu de confirmation sur tous ces D'accord. noms. Moi, sur les Russes, là, il y a 3 noms qui sont sortis particulièrement. Les 3, on me les a démentis. Je l'ai glissé dans un papier d'ailleurs un jour. Voilà, je suis pas. Mhm. Après, on rebondit pas sur tout ce qui sort parce qu'il sort tellement de choses Oui, et que des fois on passe plus de temps à vérifier des saucisses, hein, pardon pour l'expression, mais on passe plus de temps pour vérifier c'est des ça. saucisses Ah, ouais, ouais. qu'à travailler finalement et à faire notre vrai job quoi finalement. Donc Ouais, il y a un quotidien. donc voilà, donc des rumeurs, mais il y en a plein, il y en a des tonnes. On m'a encore sorti un truc là, il y a la semaine dernière sur d'éventuels investisseurs qui auraient déjà contacté des joueurs, qui auraient une offre qui aurait été refusée. Et voilà, tant qu'on n'a pas de confirmation, ben, on peut pas tout écrire non plus. Je pourrais me créer un compte Ah ouais. anonyme sur Twitter et balancer tous les trucs que j'entends. Ouais, voilà. Et voilà, et y aller dans le sens de la vente, puisqu'au finalement aujourd'hui, c'est ça que tout le monde a envie de lire et d'entendre, c'est que Mm. le club est en vente, que le club va être vendu, que McCourt a envie de céder. Or, jusqu'à présent, McCourt, via son entourage, via sa porte-parole, martèle régulièrement que le club n'est pas à vendre et qu'il n'y a pas la moindre négociation qui a été entamée. Donc, où est la vérité? Elle est sans doute entre les deux, je pense. On est quand même dans le milieu des affaires. On dépasse le simple cadre du football, on est dans le milieu des affaires. Il y a beaucoup d'enjeux Bien sûr. en jeu. Et donc forcément, tout le monde ne va pas abattre ses cartes dès à présent. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous aviez eu, vous vent justement de cette rumeur Ajroudi Boudjelal avant l'apparition de l'article d'Ambar Matin, ou alors pas du tout? Alors, on avait eu Boudjelal, on avait eu Mourad Boudjelal en interview quelques jours plus tôt, qui à l'époque était tantôt Toulon, tantôt l'Atlético Marseille, tantôt la Cannes. Mm. Il avait rendez-vous d'ailleurs à Cannes Ah oui, avec des dirigeants et le maire de la ville et il a planté tout le monde, hein, il faut le savoir. Donc on avait eu Mourad Boudjelal en interview, c'est un de mes collègues, hein, Sébastien Hommage, qui l'avait eu parce qu'il suit l'actualité du rugby club toulonnais, donc du coup il a une mm. connexion qui était établie déjà par le passé. Et ce jour-là, Mourad Boudjelal lui parle d'un projet pharaonique. Donc, l'interview se termine, Mourad Boudjelal n'en dit pas davantage, évidemment. Et mon collègue essaye de creuser, quoi, essaye d'en savoir un peu plus, quoi. Un projet pharaonique avec un Bien gros sûr. club. Voilà, quand on sait que toutes les rumeurs qui circulent autour de l'Olympique de Marseille, donc il lui a posé la question. Mais alors, est-ce que c'est l'OM? Donc Boudjelal n'a jamais voulu ni confirmer ni infirmer. Donc finalement, tout ça pour te dire que on n'est pas tombé de notre chaise quand il y a eu tout ça qui s'est passé. Quand il y a eu la première info qui est sortie, et puis après ça a fait une espèce de boule de neige, hein, Ouais, c'est un finalement. cascade. Voilà, c'est ça. Et voilà, on n'a pas été surpris vu les annonces que nous avait faites Mourad Boudjelal quelques jours plus tôt. Oui, c'est sûr. Alors, donc du coup, tu as commencé à en parler, mais en fait, je vais mettre deux questions à une. En fait, est-ce que vous êtes en contact assez régulier, un contact avec l'entourage de McCourt, euh, et du coup, pour vous, est-ce que il est vendeur à court terme, à moyen terme, en 2021, 2022, 2023 ou pas du tout? Et du coup, moi j'ai entendu, un journaliste m'a dit que éventuellement, il vendrait le club à 300 millions d'euros, en gros, l'investissement qu'il a fait. Est-ce que tu confirmes tout ça? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que, avec les infos que tu as? Bon, déjà, par rapport au contact, oui, on est en contact, pas permanent, mais régulier avec les entourages du propriétaire, d'éventuels investisseurs. Forcément, hein, vu tout ce qui se passe, on est obligé d'être en contact avec les uns et les autres Ouais, mais est-ce pour qu'ils essayer. répondent? Je veux dire, est-ce que, ouais, Oui, ils répondent. Après, encore une fois, est-ce qu'ils répondent la vérité? Est-ce qu'ils répondent ce qui oui, les intéresse?
Est-ce qu'on n'est pas dans un jeu de dupes où chacun avance patiemment ses pions dans l'ombre? Donc voilà, je pense qu'il y a des enjeux qui nous dépassent tous. Donc voilà, donc c'est pas évident à chaque fois de démêler le vrai du faux pour savoir ce qui se passe vraiment dans l'ombre des négociations. D'autant que c'est pas des sujets simples quand on parle pas d'un transfert d'un joueur qui va rejoindre l'Olympique de Marseille ou d'un autre qui va s'en aller. Il y a quand même des choses beaucoup plus importantes et des enjeux beaucoup plus importants qui se cachent derrière tout ça. Donc oui, on est en contact régulier avec les uns et les autres. Après, savoir si Franck McCourt va vendre ou pas, lui ne parle pas pour l'instant. Moi, je trouve que c'est dommage quelque part qu'ils ne prennent pas la parole et qui disent vraiment non, je veux pas vendre. Ça, on a essayé de le faire comprendre à son entourage, mais bon, pour l'instant, ils sont hermétiques à ce type de déclaration, à ce type de prise d'opposition. Pourquoi, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais après, de notre côté, aujourd'hui, on est tellement dans un processus où finalement, l'immense majorité des supporters de l'Olympique de Marseille ont envie que cette vente se fasse parce que le club accumule les déficits depuis 3 ans. On va dépasser sans doute les 200 millions d'euros de déficit sur les 3 dernières années. Qu'il y a très peu d'investissements possibles, qu'il va falloir que McCourt remette la main au pot. Donc du coup, je pense que c'est ça qui rend peut-être l'hypothèse de la vente un peu plus crédible, parce que McCourt n'a pas envie de remettre la main au pot. Il y a des déficits et il va falloir que McCourt les éponge et peut-être qu'il réinjecte un petit peu d'argent pour essayer d'avoir une équipe compétitive. Tout ça, ça fait beaucoup d'argent notamment. Est-ce que Franck McCourt est prêt à le faire? A priori non à l'heure actuelle, même s'il s'est engagé dans la DNCG. Donc, il est engagé à couvrir toutes les pertes que le club a accumulées. Toutes les pertes, parce qu'on a annoncé. Vas-y. A priori, on a eu l'info comme quoi c'était que 20 millions d'euros. Si c'est que 20 millions d'euros, il manque une autre partie. Donc, il manque une grosse partie. Ouais, il y a eu cette info comme quoi il serait engagé à verser 20 millions d'euros et 80 millions d'euros plus tard. Donc, il essaierait de décaler. Plus tard. Voilà, dans les prochains mois. Alors, il essaie de décaler. Est-ce que c'est parce qu'il attend aussi peut-être des rentrées d'argent avec des éventuels transferts de Thierry Tatsar, Morgan Sanson ou d'autres joueurs qui pourraient rapporter un peu d'argent? Est-ce qu'il attend ça pour éviter de remettre trop la main au portefeuille? C'est pas impossible aussi. Donc voilà. Donc la vente lui dit McCourt répète qu'il n'a pas envie de vendre, qu'il est dans une stratégie patrimoniale de long terme, etc., etc. Mais après, on va pas se leurrer, c'est un businessman américain qui a très bien vendu les Dodgers, Los Angeles Dodgers, le club de baseball qu'il avait dans les années 2000. Donc, je pense que s'il y a une belle offre qui tombe, il y réfléchira et il y réfléchira d'autant plus qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre de mettre la main à la poche régulièrement pour combler tous les déficits. Ouais, juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, est-ce que l'hypothèse, donc pour la DNCG, les 80 millions d'euros en plus, du coup, est-ce que ça pourrait pas être un actionnaire minoritaire qui rentrerait, du coup, qui donnerait ce différentiel, et plus tard, il rachèterait éventuellement l'OM. Est-ce que ça pourrait pas être ça? Pour l'instant, Franck McCourt est plutôt fermé à ce genre de choses. On en discutait récemment avec des personnes qui le connaissent bien, qui ont fait des affaires avec lui et qui nous disaient, on y reviendra sans doute plus tard, mais que la méthode du clan Ajroudi Boudjelal n'était pas forcément la bonne et que eux verraient davantage, comme tu dis, une espèce de prise de participation minoritaire dans un premier temps, avant, pourquoi pas, de voir cette participation grandir au fil du temps. Donc voilà, c'est une éventualité. Je dis pas que ça va se faire, mais c'est en tout cas une éventualité que des personnes qui ont travaillé avec McCourt par le passé nous ont suggéré tout récemment. Ouais, puis ça pourrait être la déduction de pourquoi que c'est 20 millions d'euros, tu vois. Bon, après, c'est que des suppositions, évidemment. Oui, après, il s'est engagé à mettre la différence par la suite. Ouais, voilà. Mais dans sa tête, on ne sait pas si lui se dit, comme il fait croire par les démentis et Jacques Henriero par l'intermédiaire, qu'il est là pour s'inscrire dans la durée, 2022, 2023, 2024.
Est-ce que ça, on peut vraiment complètement l'écarter ou pas forcément? Moi, je pense qu'on peut aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on peut écarter aucune hypothèse. C'est quand même un sujet qui est extrêmement périlleux dans le sens où voilà, on parle d'un club de foot avec tout ce que ça génère derrière. Donc, on peut écarter aucune hypothèse. On est dans le milieu des affaires. Un grain de sable peut faire capoter n'importe quelle transaction. Donc, voilà, aujourd'hui, le seul projet dont on a connaissance, c'est le projet Ajroudi Boudjelal. Ils ont entamé un processus qui est ce qu'il est. Mais même eux savent qu'ils sont, mais au tout début, j'en discutais avec quelqu'un qui bosse dans le dossier tout récemment. C'était quoi? C'était la semaine dernière. Il me disait, on est sûr de rien, pense pas que ça va, on sait pas si ça va aboutir ou pas. Il me dit, aujourd'hui, on est à 1% du processus. Donc voilà, donc ça peut être, c'est quelque chose qui, si jamais ça se fait, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça peut ne pas se faire. Il faut quand même il faut quand même garder cette hypothèse en tête. Bah, c'est comme les transferts. Hein. Jardel, il était quasiment à la commanderie. D'autres joueurs pareil. Et puis finalement, ça s'est pas fait. C'est que des transferts. Donc forcément, c'est pas le même, même enjeu, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, je l'ai dit. Donc justement, McCourt, tu as un peu répondu. Pourquoi il communique pas souvent? Enfin, ça, on le sait pas en fait. Ok. Peut-être qu'il prépare une interview. D'autres investisseurs. Peut-être qu'il prépare une interview prochainement. Hein, je sais pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre de voir le clan Ajroudi parler à droite à gauche. Pour l'instant, Ajroudi a fait 3 interviews, dont la dernière dans les collègues de la Provence. Boudjelal est un peu plus discret, mais bon, il parle quand même toujours un peu parce s'il est dans ce projet, c'est aussi parce que il a une maîtrise entre guillemets du monde médiatique. Il a ses antennes un peu à droite à gauche, il a la ligne ouverte sur RMC puisqu'il travaille aussi, il collabore régulièrement aux grandes gueules des RMC. Voilà, tout le monde le connaît, tout le monde a eu affaire à lui à un moment ou à un autre. Donc voilà, s'il faut aller au front, Mourad Boudjelal sera aussi là pour ça. Oui, tout à fait. Est-ce que tu crois donc a priori tu as un peu répondu, mais à un autre investisseur, mais en fait c'était par rapport déjà aux déclarations de Boudjelal en fait, que je voulais faire le lien. Est-ce que tu crois à un autre investisseur, bon, un type MBS, le prince héritier Mohamed Ben Salam, ou un autre, peu importe, qui serait à l'avance dans les négociations? La première interview de Boudjelal sur les grandes gueules à RMC, il laissait un petit peu entendre ça, que effectivement il prenait la sphère médiatique parce que il serait en retard par rapport à notre projet. Enfin, il l'a dit. J'ai pas de confirmation à te donner, Sébastien, pour l'instant sur cette histoire. Moi, j'ai entendu qu'il y avait autre chose, mais encore une fois, j'ai pas eu de confirmation, donc je vais pas en parler là pour pas donner de faux espoirs, répandre de fausses informations, parce que j'ai entendu des choses complètement folles, hein, d'ailleurs, à propos de ce projet, avec des joueurs, mais des joueurs de haut niveau qui auraient été contactés. Donc voilà, donc comme j'ai pas de confirmation, j'ai pas envie d'en parler. Boudjelal a dit ça, effectivement. Moi, j'ai vu Ajroudi mercredi à Cannes. Je lui ai posé la question. Lui me dit non. Il me dit, moi, je pense qu'on est seul sur le dossier pour l'instant. Après, j'en parlais récemment avec un banquier d'affaires qui connaît un peu ce genre de dossier. Il me disait que peut-être que de voir quelqu'un comme Ajroudi, dont on ne connaît pas encore la surface financière, on ne connaît pas non plus quelles sont les personnes qui l'accompagneraient dans ce projet, il dit peut-être que ça va réveiller d'autres personnes, d'autres intérêts. Et voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise aussi de quelqu'un. C'est comme pour les transferts. Tu fais souvent le parallèle avec les transferts. C'est comme pour les transferts. Pourquoi est-ce que les clubs essayent de travailler la plupart du temps dans l'ombre? Parce que ils savent très bien qu'à partir du moment, je dis n'importe quoi, où l'OM s'intéresse à un joueur, d'une part, ça peut réveiller d'autres clubs qui vont s'intéresser à ce joueur en disant « Ah ben tiens, si l'OM tue, peut-être que c'est intéressant ». Et d'autre part, ça peut faire monter les enchères. Donc là aussi, finalement, c'est un peu le même processus qui peut se mettre en marche en se disant « Tiens, il y a Ajroudi Boudjelal qui s'intéresse à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça ne va pas réveiller l'intérêt d'autres investisseurs et est-ce que ça ne va pas faire monter un peu les enchères aussi ?» Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est à écarter. En tout cas, même les banquiers d'affaires raisonnent comme ça. Moi, je dirais même, enfin, moi, c'est mon avis, mais il peut changer, mais avec les dernières infos, je dirais même peut-être que c'est même le clan McCourt
balancerait les infos pour que le prix monte. Parce que, regarde par exemple, quand est sorti l'article de Var Matin et dans la foulée le Figaro sur Ajrodi Boudjelal, 20 minutes après, McCourt, le clan McCourt dément. Donc s'il dément, enfin, il y a pas un qui est tout le temps sur Internet à regarder des infos, quoi. Pour moi, il doit avoir les infos. Enfin, non. Je sais. Alors, je sais pas. Moi, le sentiment que j'ai, et ça reste que mon sentiment. Vu comme ils sont tendus du côté de Frank McCourt à l'heure actuelle sur la moindre info, la moindre interview qui sort, j'ai du mal à croire à cette hypothèse. Je peux me tromper, parce qu'encore une fois, on maîtrise pas tout, on est dans le milieu des affaires. C'est pour ça que j'essaie d'apporter plein de bémols à tout ce que je dis pour pas que ce soit pris pour argent comptant. Je crois pas à cette théorie. Je peux me tromper encore une fois, mais je crois pas à cette théorie. Oui, non, ça on ne sait pas, mais ok, non, mais c'était pour avoir ton avis justement, effectivement. Alors, du coup, c'est un peu, ça rejoint ma question. Pourquoi l'info d'Ajrodi est sortie dans les journaux, quoi? L'info d'Ajrodi est sortie dans les journaux. Je pense que ça vient oui, dans les médias. Je pense que ça vient de Mourad Boudjelal ou autour de Mourad Boudjelal qui a fait des interviews très rapidement derrière, parce que finalement. Si l'info sort au départ, Mourad Boudjelal avec des sociétés privées dans l'eau, dans l'énergie, etc., et qu'il n'y a pas d'interview derrière, peut-être qu'on va sans doute continuer à investiguer, à creuser derrière, mais sans plus. Au bout d'un moment, si on n'a plus de confirmation, ça sera une rumeur, juste. Ouais, ça sera une rumeur de plus, et on n'en sait pas. Et finalement, on n'en sait pas plus. Mais le fait que Mourad Boudjelal sorte du bois aussitôt et confirme tout ça. Là, finalement, ça a donné un petit peu de crédit à ce projet, d'autant que Mourad Boudjelal a ses qualités, a ses défauts, mais c'est quand même une bête médiatique, on l'a dit tout à l'heure, qui maîtrise les codes des médias, qui sait en jouer et qui est quand même assez habile là-dedans. Donc, le fait que Mourad Boudjelal sorte du bois, ça a donné un peu de crédit à tout ça. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Mohamed Ajroudi cette semaine, et lui, c'est l'un de ses regrets pour l'instant. Son regret, c'est que son équipe et donc Mourad Boudjelal est parlé si vite, si tôt du projet, et que depuis, ils peuvent plus continuer à travailler dans l'ombre comme ils auraient préféré le faire a priori. Ouais, ça m'a interpellé vraiment cette déclaration d'Ajroudi, parce que Boudjelal, pareil, dans ses premières déclarations, il a dit en fait, j'ai parlé parce qu'on m'a dit de parler, quoi. Donc en clair, ça voudrait dire Ajroudi a demandé à Boudjelal de parler, et là Ajroudi reproche à Boudjelal de parler. Donc là, j'avoue que je comprends pas trop la stratégie, ou alors il y a vraiment entre les deux une dissonance. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu qui peuvent paraître bizarres et surprenantes dans ce dossier depuis qu'il est sorti. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines à peu près, peut-être un peu plus quand tu utiliseras ton émission. Il y a beaucoup de choses surprenantes, effectivement, beaucoup des choses un peu dissonantes, divergentes. Donc c'est difficile un peu encore une fois, à démêler le vrai du faux dans tout ça. Est-ce qu'il y a de la com? Est-ce que c'est des maladresses? On ne sait pas. Je pense qu'ils sont entre les deux, et pour le coup, le fait de se révéler comme ça, c'est quand même une sacrée maladresse, parce qu'il n'y a rien dans ce type d'affaires qui se fait comme ça. Après, peut-être que ça va aller au bout, encore une fois, on ne connaît pas la fin de l'histoire, même si tout le monde aimerait être quelques mois plus tard pour savoir comment ça va évoluer. Mais voilà, rappelle-toi 2016, Frank McCourt. Moi, je me souviens très bien. C'était le 29 août à Marseille. Il faisait beau, il faisait chaud, c'était la fin de l'été. Et d'un coup, rendez-vous à l'hôtel de ville, à la municipalité de Marseille. Il y a une conférence de presse. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'avait jamais entendu parler de Frank McCourt. Ça, quand vous avez l'info, vous l'avez combien de temps avant cette info? Vous, quand on vous dit, on l'a dans la matinée. Parce que Frank McCourt contacte l'équipe et la Provence, enfin l'entourage de Frank McCourt contacte l'équipe et la Provence pour faire une interview juste avant la conférence de presse qui doit se tenir à l'hôtel de ville quelques heures plus tard. Donc on l'a dans la matinée. Et donc tout ça pour te dire que Frank McCourt. C'est pas. Frank McCourt sort du bois au dernier moment, ou presque, et grille tout le monde. Il y avait d'autres dossiers. On parlait d'une compagnie américaine. A priori, il y avait Lopez, il y avait une autre compagnie américaine. Aujourd'hui, on apprend qu'il y avait encore des Asiatiques aussi. Donc personne n'a vu venir Frank McCourt.
Et il arrive au dernier moment, il grille tout le monde et c'est lui qui rafle la mise. Donc c'est aussi ça qui est surprenant aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de ce processus de rachat, c'est que il y a beaucoup de bruit, mais pour l'instant, on est loin loin du deal. Ouais, pardon. Du coup, tu penses pas qu'on est à la même période, on n'est pas en avril-mai 2016, enfin, pour faire une comparaison, où là, du coup, ça allait de partout et on savait que ça allait se faire. Bon, après, il y a aussi, bien sûr, Margaretha Dreyfus qui avait officialisé le fait que le club était en bande, bon, surtout parce que elle recevait plein d'injures du Stade Vélodrome, je pense. Mais oui, puis qu'elle en avait marre. Du coup, elle a récupéré ça, lors du décès de Robert Louis Dreyfus. Elle n'avait pas une passion débordante pour le football, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, elle a mis en vente, ce qui est une stratégie surprenante. Hein. C'est pareil, si tu veux vendre ta maison, ça voulait dire que c'était fait. Tu fais attention. Non, c'était pas fait, ça a mis plus de temps. Ça voulait dire que c'était fait. Puis après, il y avait quand même, il y avait d'autres dossiers qui étaient sur le coup. Donc, quand elle dit que c'est en vente, c'est pas fait, hein, puisque d'ailleurs, elle rentre en négociation exclusive avec McCourt le 29 août. Et le club est vendu le 16 octobre. Donc, si je dis pas de bêtises, elle dit officiellement que c'est en vente au mois de février à peu près, ou avril, ouais. Donc tu vois, d'avril à août quand même, il y a du temps, il y a quand même du temps qui se passe quoi entre temps. Moi je pensais que je pensais qu'elle avait genre Lopez et McCourt, elle hésitait entre les deux, les tarifs de rachat étaient ficelés, 45 millions d'euros pour les deux, et qu'après elle hésitait entre les deux, elle attendait les garanties bancaires. Enfin, moi c'était ma théorie, mais a priori tu dis encore. Non, après oui, mais ça aurait pas pris autant de temps, c'est entre avril et août pour que ça se passe, tu vois. Ouais, ça fait quand même beaucoup de temps, même si effectivement, quand tu accèdes, quand tu fais un audit, que tu accèdes au compte du club, généralement, tu mets une banque d'affaires sur le coup qui va travailler pendant 3 mois pour essayer de bien décortiquer tout ça et de dire ben voilà quel est le prix, qu'est-ce que ça vaut exactement, voilà ce qu'il faudrait faire, etc., etc. Il y a quand même généralement, enfin c'est pas moi qui le dis, j'en parlais avec des spécialistes, hein, puisque voilà, moi je suis pas dans ce milieu-là. J'essaye de comprendre, de m'informer, de me renseigner comme tout le monde. Mais voilà, généralement, voilà, ça se passe comme ça. Il y a un audit qui est fait des comptes du club par des spécialistes, par des banques qui travaillent, dont c'est le métier, hein, tout simplement, des banques d'affaires dont c'est le métier. Et généralement, c'est un processus qui prend entre 2 et 3 mois. Alors, je vais bien sur l'interview que vous avez réalisée, que c'est toi du coup qui l'a réalisé pour sur pas Boudjelal, sur Mohamed Rachoudi, hein, donc dans la Provence. Comment vous avez trouvé je demande un peu ton ressenti quoi, pour essayer de décrypter le personnage quoi. C'est bon quand on l'a en direct, moi j'ai fait des interviews, c'est pas pareil que si, enfin voilà, à distance. Donc comment vous avez trouvé Rachoudi lors de cette interview? Qu'est-ce qui vous inspire comme personnage? Est-ce que vous le croyez sérieux? Est-ce que c'est crédible du coup pour un rachat? Et quel est ton sentiment après avoir fait cette interview, de l'avoir eu en face à face? Déjà, premier sentiment, très sympa, très courtois, très avenant. Franck McCourt est pareil hein, d'ailleurs. Hein, il est un peu ils sont un peu sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Franck McCourt est quelqu'un de très courtois, qui sait mettre les gens à l'aise. Qui a toujours un bon mot, même si tu as plus vu depuis longtemps, il a toujours un bon mot à te glisser quand il te recroise. Voilà, et pour en revenir à Ajroudi, j'ai vu un homme blessé par tout ce qui se passe. Enfin, lui n'est pas forcément si blessé que ça, surtout son épouse qui était là. Et elle comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas ce qui arrive, elle comprend pas ce tourbillon de critiques autour de son mari. Et je l'ai vraiment senti très affecté, très marqué par toutes ces marques de défiance qui s'abattent sur son mari. Lui, il a l'air de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Ses fils aussi qui étaient là également, ils regardent évidemment, ils savent ce qui se dit, comme tu disais tout à l'heure, des interventions sur Internet de certains confrères. Ils regardent tout, ils sont au courant parce que c'est aussi leur génération. Mais voilà, ils ont quand même une espèce de hauteur par rapport à tout ça. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est leur certitude. Ils sont vraiment sûrs d'eux, sûrs de leur coup. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les choses vont se faire. Mais en tout cas, ils sont sûrs d'eux, de ce qu'ils font, l'endroit où ils veulent aller, même s'il y a encore quand même beaucoup de zones d'ombre dans le projet.
puisque j'ai essayé quand même de le titiller sur plein de points, même sur des choses qui sont pas polémiques. Tes questions. Même sur des choses qui sont pas polémiques, tu vois, quand on parle il parle lui-même de projets social et culturel. D'accord, c'est quoi ce projet? Mais là, il en parle pas, alors qu'il pourrait développer un peu plus. Il n'y a pas un enjeu débordant par rapport au club de football. Donc, je trouve que sa communication, elle se perd un peu dans tout ça. Faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les gens, les amoureux de l'OM, les supporters du club, ils ont envie de parler de quoi? Ils ont envie d'entendre parler stratégie pour le club. Ils ont envie d'entendre parler développement de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il ferait exactement pour le club? Et c'est vrai que il répond pas forcément toujours à ces questions. Et encore une fois, tant que les investisseurs tant qu'on n'auront pas été identifiés, je pense qu'il y aura ce doute et ce flou autour de ses intentions. Après, on peut comprendre quelque part qu'il n'a pas envie de les nommer, parce que si jamais il dit tiens, je suis avec un tel, tout le monde forcément, on va vite faire le rapprochement, voir quelle est la surface financière des uns et des autres. On va arriver à telle somme, et puis nous, on va faire ce raisonnement-là. Le clan Macourt ferait ce raisonnement-là également. Il pourrait se dire tiens, mais s'ils sont tous à la tête, s'ils sont sur s'ils ont des garanties bancaires à hauteur de, je dis n'importe quoi, je balance un chiffre comme ça, c'est pas le chiffre qu'il faut retenir. Mais s'ils ont 7 milliards d'euros, par exemple, peut-être que si jamais ils veulent entamer un processus de négociation, peut-être que ça va tirer le prix à la hausse. Et que ça ne reflètera pas vraiment la valeur de l'Olympique de Marseille, qui a une valeur évidemment, mais qui est aussi assis sur des déficits. Donc voilà, tant que c'est vrai que, encore une fois, dans une partie de poker menteur, il avance ses pions, il abat ses cartes, mais petit à petit, sans trop en dire. Et encore une fois, tant qu'on ne verra pas son jeu, il y aura un doute qui existera et qui planera forcément. Ouais, en même temps, quand on déballe tout type Kashkar, c'est un peu trop. Déjà même Ajroudi, là, dans ses déclarations, c'est un peu limite parce qu'il dit on va gagner une deuxième étoile, deuxième Ligue des Champions, on va concurrencer PSG. C'est quand même s'avancer beaucoup, quoi. Donc, il faut pas trop s'avancer encore plus, quoi, parce que sinon, on va le prendre pour un rigolo. Ouais. Après, ils veulent gagner comme tous ceux qui sont dans ce type de projet. Après, effectivement, c'est peut-être un peu exagéré et sans doute prématuré d'annoncer ce genre de choses, mais s'il arrive pour dire je veux jouer au milieu de tableau, tu te regarder en disant pas 3 semaines. Alors, tu vois, donc oui, c'est sans doute prématuré. Il y a sans doute des choses à dire différemment. Moi, ce que j'ai compris, que tout le monde comprend, c'est qu'il est quand même assez ambitieux. Après, encore une fois, ça va se faire, ça va pas se faire, c'est vrai. Tu ressors de l'interview, du coup, tu te dis, pardon. Non, tu ressors de l'interview, tu as l'expérience, tu ressors de, c'est un peu un décalage. Tu as l'expérience, tu as interrogé plein de personnes, du coup, des gens comme ça, tu les vois venir. Donc, est-ce que du coup, tu ressors de l'interview en te disant, moi, en tant que supporter, peut-être un journaliste, c'est les deux aussi, est-ce que Ajroudi, je lui ferai confiance? Je dirais, je pense que ça serait pas mal comme actionnaire de l'OM, ou alors, franchement, j'ai beaucoup de doutes, quoi. Ça serait, ou alors tu seras entre les deux, quoi. Je suis entre les deux. Encore une fois, pour la bonne et simple raison, c'est que on ne sait pas qui est avec lui. Voilà. C'est quand on connaîtra les investisseurs potentiels qui vont s'engager avec lui. Quand on aura ça, on pourra sans doute y voir plus clair et comprendre vraiment ses intentions et son champ d'action. On dit que c'est du lourd, moi on me dit que c'est du lourd. Oui, d'accord, peut-être, mais voilà, aujourd'hui, on n'a rien qui nous permette de le confirmer et de l'affirmer également. Ouais, pour paraphraser un ancien maire de Marseille, il faudra mettre des sous. Ouais, de toute façon, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Alors lui, a priori, il en est conscient, parce que je lui posais la question. Mais voilà, il faut voir comment ça va se passer. Puis voilà, Macourt, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il y a plein d'inconnus encore. On est dans une équation avec plein d'inconnus. On est loin d'avoir trouvé le résultat. Après, moi, voilà, sur mon sentiment encore sur Ajroudi, puisque tu m'as posé la question. Moi, je te parle de la partie doute autour du projet.
C'est pas un sentiment personnel parce que finalement les sentiments personnels c'est pas ça qui font les informations. Moi, encore une fois, j'ai discuté avec des personnes qui sont dans le milieu des affaires, etc., qui me disent de pas y croire, de faire attention, que c'est du pipeau, que c'est du flan. Mais plein de personnes, pas une, voilà, plein de personnes différentes, qui a priori ne seraient pas intéressées par le processus, me disent ça. Moi, ce qui me met le doute, c'est quand même les certitudes assénées par Ajroudi, les certitudes assénées par Boudjelal et par tout leur clan. Ils sont vraiment très sûrs d'eux. Et ça me met vraiment le doute. D'autant que si c'était juste un type qui voulait se faire de la pub, faire une espèce de promotion, et puis après repartir tranquille, c'est quand même sacrément risqué quand on voit tous les coups que lui et sa famille prennent en ce moment. Voilà, ce serait vraiment un côté masochiste qui serait difficilement explicable. Après, moi, j'entends des collègues avec qui, voilà, évidemment, t'es pas le premier à me poser la question, qu'est-ce que tu en as pensé, etc., etc. Voilà, tout le monde pose la question et c'est légitime parce que tout le monde a envie un peu de savoir, de connaître un petit peu ce qui se passe, ce qu'il en est. Voilà, je pense que si Immense, c'est une stratégie extrêmement risquée pour lui, et elle est d'autant plus risquée pour Mourad Boudjelal, parce que je vous dis après, il retournera à ses affaires en Arabie Saoudite, en Tunisie, dans le Golfe, etc., etc. Mais Mourad Boudjelal, il sera là et il risque de traîner ça à un moment. Et ce qui est rigolo, c'est que ce que je te dis, mon sentiment sur Ajroudi, que moi, ces certitudes me désarçonnent et me font mettre le doute. Tous ceux qui l'ont interviewé, donc pour l'instant, on est 3 médias à l'avoir fait, l'AFP, Le Figaro et La Provence, et on a tous le même ressenti. Ouais, d'accord. Le ressenti. Ouais. Ah, ok. Du coup, je voulais rebondir sur la communication de Boudjelal parce que c'est quand même assez c'est surprenant. Alors, bien sûr, le personnage il est comme ça, il a la sphère médiatique, il est un peu grande gueule, on peut peut-être le comparer à Bernard Tapie à son temps, mais il se met, comme tu dis, comme là pour Ajroudi, mais lui aussi il se met en danger énormément. Enfin, il est dans la région, il avait du crédit au niveau du rugby, mais même au niveau des supporters de l'OM, parce qu'on voit qu'il a réussi avec Toulon, il a gagné 3 Coupes d'Europe. Enfin, c'est quelqu'un qui a réussi, qui sait attirer les grands joueurs. Enfin, donc, moi personnellement, je serais ok pour un président comme Boudjelal, quoi. Enfin, je pense qu'il a la carrure totale pour être président de l'OM, même si évidemment le rugby et le foot c'est pas pareil, mais donc, pourquoi il continue à cette communication, surtout qu'il a dit, je vais arrêter de parler, et puis il continue à parler sans arrêt. C'est soit suicidaire, ou soit, effectivement, il est sûr de lui, mais sûr de lui, alors qu'il y a que 1% du processus qui est entamé, ça paraît un peu fou, quoi. Ouais, non, mais c'est difficilement explicable, même tout le monde n'arrive pas à contrôler les sorties de Mourad Boudjelal, là, j'ai envie de te dire. On l'a vu et on le reverra. Et puis c'est vrai que il parle de l'aide d'intention qui va partir. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation de ça. Il parle qu'il veut gérer le Sporting Club de Toulon et l'Olympique de Marseille. Puis après, il laisse entendre qu'il quitte Toulon. C'est pas très clair. Mais après, encore une fois, c'est vrai que Boudjelal a une personnalité particulière. Je pense que c'est aussi ça qui a séduit Ajroudi et Louis Acarias. Faut pas oublier quand même Louis Acarias qui a un rôle prépondérant dans ce projet. C'est une espèce d'agrégateur. C'est un peu lui qui réunit les uns et les autres. Donc voilà. Et puis Mourad Boudjelal, en fait, il a été choisi. Il est venu dans la boucle presque au dernier moment. C'est un des derniers arrivés dans le projet. Parce que Ajroudi et Acarias se sont posé la question en se disant, mais si on a un président, mais qui? Donc, ils cherchaient quelqu'un qui avait une expérience du sport, quelqu'un qui savait maîtriser les médias, quelqu'un qui sait gérer une entreprise. Il faut pas quand même oublier que Mourad Boudjelal, avant son expérience ERCT, a quand même réussi dans l'édition des bandes dessinées. Sa maison d'édition Soleil a quand même avait pignon sur rue à l'époque. Donc, évidemment, ça reste que de la BD, on est bien d'accord. Mais voilà. C'est quand même un homme qui avait une entreprise, qui l'a fait fructifier, qui l'a vendu à bon prix. Donc ça, c'est pas non plus anodin. Ouais. Et voilà, donc en fait, Mourad Boudjelal cochait toutes les cases, et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi avec ses qualités et ses défauts. Savoir que des fois, il peut être un peu incontrôlable et se lancer dans différentes saillies médiatiques parfois surprenantes, quitte à dire tout et son contraire très rapidement.
Ouais. Est-ce que la présence de Samia Ghali à l'anniversaire de Louis Carriès et qui a priori serait assez proche, est-ce que c'est preuve que, alors ça avance un peu puisque là, les municipales viennent juste d'être terminées, donc est-ce que ça veut dire que la mairie, puisqu'elle est quand même deuxième adjointe, Samia Ghali, validerait le projet même s'il n'est pas encore ficelé, quoi, parce qu'on est qu'au début. Difficile à dire, mais en tout cas, c'est vrai que la présence, comme tu dis, de Samia Ghali à cet anniversaire, à côté d'Ajroudi, c'est quand même troublant. Elle a beau être amie avec Louis Carriès, elle a beau connaître Mourad Boudjelal. Je pense qu'il lui a pas échappé que s'afficher ainsi aux côtés de cette personne-là à cet instant-là, c'est pas anodin et c'est quand même très troublant. Donc, elle a beau dire que elle s'est fait piéger, qu'elle pensait pas que ça allait sortir, mais aujourd'hui, il y a tout qui sort. Volontairement Ouais, ou ça s'est volontairement. hyper médiatisé, on a vu. Ouais, aujourd'hui, il y a tout qui sort. Ouais, Pas plus tard que. mais les frères Ajourdi qui mettent la vidéo, enfin, c'est un peu instrumentalisé, Qui quoi. mettent la vidéo. Samedi soir, on a encore vu qu'un des fils de Mohamed Ayachi Azroudi a mis une vidéo en direct de Marseille. Une autre personne, là, les combattants Mehdi Bagdad, qui est impliqué dans le projet, je ne sais pas encore de quelle manière exacte, mais qui est également impliqué dans le projet, était à Marseille également à l'Intercontinental. Donc ça s'est affolé encore hier soir, comme tu dis, avec tous les insiders qui voyaient une réunion programmée. Donc voilà, la présence, tout ça pour revenir à ta question initiale, Samia Ghali, sa présence est troublante. Voilà, et ça peut pas être anodin. Après, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire précisément aujourd'hui? C'est difficile à dire. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre autour de tout ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, quoi. On essaye encore une fois de tout décrypter, mais c'est pas toujours simple. Et il y a des informations contradictoires. Là, il y avait des personnes qui disaient que Ajroudi aurait fait déjà 2 offres et qui auraient été refusées par ma cour complètement ignorées. Alors, du coup, toi, est-ce que tu le confirmes ça ou pas du tout? Pour moi, il n'y a pas d'offre à l'heure actuelle qui a été émise par le clan Ajroudi. Pas d'offre. De ce que j'en ai compris, il n'y a pas d'offre. Après, que ça ait commencé à discuter de loin, ou en tout cas qu'il y ait eu une prise de contact, ça, c'est du domaine du possible, même si la porte-parole de Franck McCourt dément. Mais qu'il y ait eu une prise de contact entre des banquiers, des avocats, ça, c'est pas impossible. Mais 2 offres rejetées, non, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas et je ne crois pas que ce soit vrai. Donc ouais. Et encore une chose, j'ai oublié de préciser un truc sur Ajroudi tout à l'heure. Quand on dit sérieux, pas sérieux. Donc, en plus de tout ce que j'ai dit, je pense qu'il y a un autre élément qui est important, c'est que le clan Ajroudi, puisqu'il y a d'autres personnes avec eux, mais en tout cas, ils se sont adjoints les services d'une équipe qui est quand même assez costaud sur le papier, et notamment un avocat qui a quand même très très bonne réputation, qui est réputé pour être sérieux et faire des gros coups. Donc, la présence d'une personne comme ça dans le projet, ça fait dire aussi que c'est quand même que c'est pas du flan, comme certains le disent et le croient. Ouais, alors du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, de voir Mourad Boudjelal qui a répondu à des supporters, enfin une télé de supporters là récemment, et qui dit que du coup maintenant il déleste le projet toulonnais et il se consacre à fond à ce projet de rachat de l'OM. Est-ce que du coup ça... Excuse-moi Sébastien, c'est pas aussi clair que ça ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de manière très claire qu'il se désengageait du projet toulonnais. Ça a été interprété comme ça. Claude Joye, le président toulonnais et propriétaire du Sporting, a dit ça. Mais Mourad Boudjelal ne l'a pas dit de manière aussi claire. Il faut se méfier, on n'est jamais un contre-pied prêt avec Mourad Boudjelal. Les cadrages débordements, il n'a jamais joué au rugby, mais les cadrages débordements, il connaît quand même. Ouais. D'accord, je vois ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais voilà, je voulais préciser ça parce qu'il était. C'est jamais aussi clair que ça. Parce qu'il ne l'a pas dit de manière claire. S'il avait voulu dire de manière claire, comme il maîtrise les codes des médias, il l'aurait fait. Là, il le laisse entendre, et puis voilà, on va voir où ça va nous mener, encore une fois. Voilà. Un nouveau rebondissement dans le feuilleton de la vente. Ouais. Alors juste pour terminer sur ça, je voulais faire un petit sujet. Après, tu me diras, quand tu me dis il me reste 10 minutes ou pas, parce que j'ai beaucoup débordé. Est-ce que, ça c'est vraiment une question qui est récurrente, mais qui est assez importante. Est-ce que Gary Coote et Paul Aldridge, là ils sont venus à l'OM, Gary Coote est parti a priori le 31 mai,
sont-ils venus à l'OM pour préparer une vente? Alors, Jacques Henriot, il va dire le contraire, mais en fait, tout leur passage dans leur club, ça a toujours été pour un rachat de club. C'est systématique. Donc, pourquoi Gary Cook et Paul Aldridge seraient venus à l'OM juste pour conseiller McCourt? C'est juste ça? Alors, pour Gary Cook, déjà, ce qui est une précision importante à apporter, c'est qu'il est venu pour le groupe McCourt Global. Il n'est pas venu préciser sa mission précisément, c'était pas l'Olympique de Marseille. Après, peut-être que McCourt Global l'a mandaté pour bosser plus particulièrement sur l'Olympique de Marseille. Mais voilà, au départ, c'est quand même pour McCourt Global. Ça aussi, c'est une zone d'ombre. Il y a un faisceau d'indices, de présomptions, comme tu dis, qui laissent à penser que ce serait dans l'optique du vente. Mais encore une fois, on n'a pas de confirmation. Et les réseaux de l'un et de l'autre vont quand même plus vers les Émirats que vers l'Arabie Saoudite. Donc, d'accord. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaye encore de creuser, de confirmer. Mais c'est vrai que avec les pays du Golfe, c'est pas toujours simple de confirmer tout ça, parce que tout à l'heure on parlait de MBS, du prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Alors moi j'ai posé la question très claire à Mohamed Al-Khoudi, est-ce qu'il est dans le projet? Il m'a dit attendez, vous verrez. Alors et après il ajoute qu'il n'y a aucun fonds souverain, donc il n'y aura pas le PIF, le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Logiquement il n'est pas. Mais ce qui est plus compliqué en Arabie Saoudite, c'est que on parle de sociétés privées, même des sociétés privées, dans leur actionnariat, il y a l'État qui est impliqué dedans. Donc c'est pas l'État directement, mais c'est l'État indirectement. Donc tout ça pour dire que c'est du Golfe, il y a vraiment des spécificités particulières et que c'est pas toujours simple de s'y retrouver, de démêler le vrai du faux. Peut-être que Monsieur Ajroudi est une vitrine avec d'autres investisseurs derrière. Donc il y a plein de suppositions, plein de choses qu'on essaye de confirmer, de vérifier, mais qui sont pas extrêmement simples non plus. D'accord. On termine juste sur cette thématique. Souhaite-toi, au niveau, après je sais pas si toi, en tant que personne ou en tant que journaliste, est-ce que tu souhaiterais une vente ou alors tu crois au projet McCourt? C'est quoi Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que la saison qui vient se passe bien, qu'André Villas-Boas et ses joueurs puissent confirmer tout ce qui s'est passé de bien la saison dernière, parce que la saison dernière a été quand même très sympa. Il faut pas oublier, même si le démarrage a été un petit peu pénible, mais après les défaites contre Paris et Monaco, il s'est passé quelque chose. On le voyait au Vélodrome, avec le retour des supporters, avec cette ambiance magnifique. Moi, j'ai vu à Lille ou à Rennes, l'ambiance qu'il y avait avec tous les Marseillais à l'issue des victoires, c'était quelque chose de fou qu'on avait un peu abandonné ces derniers temps. Donc moi j'ai surtout envie que ça se passe bien à ce niveau-là, qu'il y ait une équipe compétitive, que l'équipe soit pas trop déplumée et que André Villas-Boas puisse continuer à amener sa patte. Après sur la vente, franchement, je sais pas. J'ai pas de jugement de valeur à apporter par rapport à ça. Si ce n'est qu'on a l'impression que McCourt quand même était arrivé au bout d'un truc parce qu'il n'a pas vraiment envie de rajouter de l'argent et que s'il y en a d'autres qui sont prêts à le faire, pourquoi pas. Mais bon, c'est tellement flou aujourd'hui qu'on ne sait pas. Pour l'instant, il y a un actionnaire qui est là, mais quelles sont ses réelles intentions? A priori, c'est plus d'injecter de l'argent. Donc, comment est-ce que tu vas vivre par rapport à ça? Oui, il va falloir faire du trading, mais bon, le trading, ça va être. Il va en falloir encore des joueurs, des jeunes joueurs comme Pabgay qui est arrivé. Il va en falloir quand même d'autres. Et puis voilà. Et puis, faut-il qu'il y ait des actionnaires potentiels, qui aient les reins suffisamment solides pour pouvoir se lancer dans cette opération. Donc voilà, je suis pas ni pour ni contre. Je suis de près parce que ça m'intéresse, que ça intéresse mes lecteurs et mes internautes. Mais voilà, après, c'est sûr que la stratégie actuelle la stratégie actuelle du propriétaire, après tous les investissements qu'il y a eu, je crois pas qu'il va encore faire autant d'investissements que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors, du coup, je voulais faire le lien avec la situation financière et le mercato. C'est les deux sont liés, évidemment. Est-ce que, parce que la décision là du fair play financier, de la juge
chambre de jugement qui a fait sauter la suspension de Manchester City. Est-ce que du coup ça rabat pas toutes les cartes, ça fait pas exploser le fair play financier et que l'Olympique de Marseille comme d'autres vont se dire on n'a plus de sanctions, on n'aura plus de sanctions les exercices suivants, on peut du coup réinjecter sans problème. McCourt, il a dit plusieurs fois qu'il était freiné par le fair play financier pour investir. En tout cas, même André Villas-Boas l'a dit chez le confrère de l'équipe. Donc, est-ce que ça peut pas tout rebasculer et du coup, lui se dit, les 60 millions d'euros que je devais vendre pour le fair play financier, je les mets des côtés, je vais peut-être pouvoir faire vraiment une équipe compétitive pour les Ligues des Champions maintenant, sans vendre trop de cadres, à part les joueurs qui sont très bankable et que du coup, ça pourra faire apporter de l'argent. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul à l'heure où on se parle pour juger tout ça. On se rend compte quand même que on se rend compte quand même que pour l'instant, le mercato, c'est des bonnes affaires qui sont flairées avec des prêts comme l'Argentin Balerdi, même s'il risque d'y avoir une option d'achat, un joueur libre comme Pape Gueye, même si ça risque d'être un peu le bordel avec Watford. Et puis, tu vois, ils étaient sur Axel Disasi de Reims pour le poste de défenseur central, même si la priorité était Balerdi. Et même prêt payant, c'était compliqué. Donc voilà, donc on va voir au fil des semaines comment ça va se passer. Mais je vois pas Franck McCourt se lancer dans une grande campagne de recrutement à coups de millions. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Et après, il faut voir ce qui va se passer avec si Ventilia, si Bounassar s'en va, si Morgan Sanson s'en va, si Douye Tatsar s'en va. Voir ce qui se passera derrière. Si voilà, ce sera un vrai indicateur. S'il réinjecte un petit peu d'argent ou pas, on verra ce qui va se passer. Après, ça peut rentrer aussi dans la politique de trading. Regarde Lille ce qu'il est en train de faire. Ils essayent de vendre Victor Osimhen pour 80 et ils essayent de recruter son successeur Jonathan David pour 25. Donc c'est aussi ça peut-être. Je dis n'importe quoi. L'OM vend Morgan Sanson pour 30 et peut-être que tu veux prendre son successeur pour 8 ou 10, 12 15. ou 15. Ouais. Voilà, donc moitié prix. Donc voilà, ça pour l'instant c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Ouais, alors du coup, comment toi t'analyses le fait qu'il n'y ait toujours pas de head of football, de directeur sportif, mais ça me fait ça, de directeur sportif. Est-ce qu'ils l'ont trouvé et ils peuvent pas le dire? Est-ce qu'ils galèrent pour le trouver? C'est quoi la vérité? Il n'est pas trouvé encore. Ça continue de chercher du côté du cabinet de chasseurs de tête new-yorkais. J'ai pas de nom à te donner, sinon je l'aurais fait. Et je l'aurais écrit déjà dans la Provence. Olivier Piqueux. On sait, c'est qu'Olivier Piqueux aujourd'hui c'est cuit. A priori, il va bosser comme consultant pour un club anglais, d'après ce que j'ai compris. Ça reste à confirmer, mais a priori, ce serait la tendance. S'ils avaient voulu faire Olivier Piqueux, ils l'auraient fait depuis longtemps. C'est pas un dossier compliqué. Il était sans club. Il avait son expérience à Angers qui peut aider pour lui. Il avait pris des joueurs pas chers qu'il avait revendus cher. Donc, s'ils avaient voulu faire Olivier Piqueux, c'était un dossier simple, malgré son problème au prud'homme avec le SCO. S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça recherche toujours. Le cabinet de chasseurs de tête new-yorkais n'a toujours pas trouvé l'oiseau rare et il continue d'éplucher des dossiers. A priori, ça avancerait, mais bon, pour l'instant, le head of football, c'est André Villas-Boas. Oui, c'est peut-être pas plus mal, puisqu'effectivement, il fait du bon travail. On va voir. Comment ça se passe au niveau du recrutement, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a rien à lui reprocher, puisque c'est avec lui, avec Zubizarreta et Albert Valentine qui ont fait le recrutement l'année dernière. Il n'y a que 3 joueurs qui sont venus, mais voilà, c'est 3 joueurs qui ont apporté quelque chose à l'équipe, entre Dario Benedetto, Alvaro González et Valentin Rongier. Là, le recrutement de Pape Gueye, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc, on va voir la suite, quoi. Il y a des coachs qui sont meilleurs en recrutement que d'autres. Et d'autres qui se plantent, comme Rudy Garcia. Ouais. C'est clair. Est-ce que
Salut Rudy, ouais. Moi, je l'ai connu à Dijon, mais bon, ouais. Il était déjà pareil avec la presse. C'était déjà un peu compliqué. Est-ce que après, c'est pas évident à dire, c'est toujours pareil. Et toutes les questions, à part là, le sportif, ça va être peut-être plus simple. Est-ce que, d'après toi, McCourt, maintenant, il est mitigé avec Jacques-Henri Hérault. Est-ce qu'il le surveille de près et est-ce qu'à terme, il voudrait le licencier ou c'est pas la tendance? Je sais pas, j'ai pas d'infos sur le sujet. Juste, ce que je peux te dire, c'est que c'est quand même surprenant qu'un président qui accumule les déficits sur les 3 dernières saisons soit encore en poste. C'est factuel, il a accumulé 200 millions de déficits sur les 3 dernières saisons. Je pense que dans n'importe quelle société, il y aurait eu du changement. Là, il est toujours en place, il est toujours en poste. Les supporters marseillais sont à cran, sont à bout contre lui depuis longtemps. La rancœur a été tue pendant tout parce qu'il y a eu le regain sportif. Il y a eu cette espèce de renouveau sportif porté et incarné par André Villas-Boas et ses joueurs. Donc du coup, au stade, on n'entendait plus de chants contre la démission et de chants contre Jacques-Henri Hérault. Donc, mais voilà, Franck McCourt lui maintient sa confiance, c'est son principal interlocuteur. Donc voilà, pour l'instant, il est toujours là, aussi surprenant que cela puisse paraître pour nombre d'observateurs et de supporters. Clair. Alors du coup, je termine sur Jacques-Henri Hérault. Est-ce que, on a entendu dire, moi j'ai interrogé Bastien Cordelani, j'ai Nicolas Filleul aussi, est-ce que, et puis j'écoute les lives, enfin les talks des médias marseillais, est-ce que André Villas-Boas, bon, certes, il veut pas faire 15 ans encore dans le football, mais il s'est plaît à Marseille, il a une bonne osmose avec les joueurs, donc on voit pas pourquoi il voudrait pas continuer, mais bon, a priori, il veut faire qu'une saison. Est-ce que il veut faire qu'une saison parce qu'il y a Jacques-Henri Hérault et du coup éventuellement il pourrait rester si Jacques-Henri Hérault part, ou alors il veut partir, point quoi. André Villas-Boas, c'est un entraîneur qui est vachement atypique. Il n'a rien à voir avec les autres entraîneurs. Beaucoup se seraient servis de cette année avec Marseille pour essayer de rebondir, de trouver un autre club et partir la tête haute. Parce que souvent la deuxième année est quand même beaucoup plus compliquée que la première. Là, avec les restrictions financières qui sont annoncées, tout ce qui s'est passé l'année dernière, la Ligue des Champions qui s'annonce en plus, qui va pomper des énergies. Pour l'instant, l'effectif n'est pas bâti pour mener de front à ces deux compétitions. Il y a quand même un risque que la deuxième saison soit plus compliquée. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, André Villas-Boas, il est ce qu'il a envie de faire. Il n'a plus forcément de plan de carrière. Il a suffisamment bien gagné sa vie. Il vient d'une famille très aisée au Portugal. Il a gagné bien sa vie en Angleterre, en Russie, en Chine, aussi bien par ses contrats que par ses licenciements. Là, je pense à ce qui s'est passé à Tottenham et à Chelsea. Donc, il n'est pas guidé par l'argent, il est guidé par des projets sportifs, des projets de vie. Il a dit qu'il aimerait un jour aller entraîner en Amérique du Sud. Il a dit qu'il aimerait aller entraîner un jour au Japon. Donc, tu vois, ce type est vraiment atypique et donc, quelque part, il fait ce qu'il a envie de faire. Il aurait pu partir avec dans la foulée d'Andoni Zubizarreta, mais bon, les joueurs l'ont convaincu de rester. Il y a cette magnifique aventure qui se profile, même si elle est risquée. Il y a quand même une magnifique aventure qui se profile avec cette nouvelle saison. Je pense qu'il a envie de vivre ça, voir jusqu'où il peut amener ce groupe, voir s'il peut aller encore plus loin avec lui. Et après, advienne que pourra. Les relations avec Jacques-Henri Hérault, après, c'est comme ça dans toute entreprise. On s'entend plus ou moins bien avec son N+1, son N+2, son N+3. Mais tant qu'on arrive à bien faire son métier, finalement, c'est pas le plus important à mon avis. Donc c'est à partir du moment où on n'arrive plus à le faire, qu'on nous met des bâtons dans les roues, là on peut se poser des questions. Mais voilà, c'est difficile. Voilà, encore une fois, André Villas-Boas, il est vraiment à part par rapport à tous les autres entraîneurs. Et voilà, il fait pas ça pour trouver une super porte de sortie et rebondir. S'il faut lui-même, il le sait pas, quoi. Il sait pas qu'est-ce qu'il fera en juin 2021, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il le sait pas. Il a des projets. Il s'en cache pas, d'ailleurs. On peut lui reprocher certaines choses à André Villas-Boas, mais pas celui de ne pas être franc. Il joue franc jeu, il joue carte sur table sur quasiment tous les dossiers.
donc voilà, il a dit qu'il aimerait entraîner une équipe nationale, il a dit qu'il aimerait entraîner au Japon, il a dit qu'il aimerait entraîner en Amérique du Sud. Il lui reste quelques années devant lui et il va peut-être essayer de mettre à profit pour faire ça avant de devenir président de Porto, a priori. Ça aussi, ça fait partie de ses ambitions. C'est son rêve, c'est son club de cœur, de toute façon. Voilà, c'est un club où il est encore socios, il est allé voter pour le président il n'y a pas longtemps, pour les élections du président, donc voilà, il est vraiment à part, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui rêvent de devenir président de leur club de cœur. J'en connais pas beaucoup. Donc voilà, donc tout ça pour te dire qu'il est vraiment à part et que je pense qu'il fonctionne beaucoup au feeling, au projet de sportif, au projet de vie. Et voilà, après il restera pas. On verra déjà comment va se passer cette saison, les moyens dont il aura à disposition. C'est long. Alors j'ai une question complètement différente en fait. C'est pourquoi à l'OM il n'y a pas d'ancienne gloire à des postes clés. Alors qu'il y a des joueurs qui, évidemment, c'est pas n'importe quelle personne, il faut avoir les compétences. Mais en fait, il y a Rudy Voller par exemple, il est compétent, il est directeur sportif, entraîneur. Stojkovic, bon certes c'est mon joueur fétiche, mais c'est pas que pour ça. C'est qu'il a été président de la fédération de Serbie, entraîneur, il est entraîneur au Japon. Enfin voilà, bon Papé, il a été entraîneur. Et puis bon, il ferait pas de tâche quand même. Bon là, il vient de reprendre un club, mais Franck Sauzé avec son analyse, Ravanelli qui est directeur sportif, Enze qui est entraîneur, Bey qui va être entraîneur. Pourquoi à l'OM on n'arrive pas, ou on ne veut pas intégrer des anciennes gloires à part Basile Boli qui a un rôle d'ambassadeur? Franchement, je ne sais pas. J'ai pas de réponse claire à t'apporter là-dessus. C'est vrai, tu vois, par exemple pour l'OM de football. On cherche aussi à savoir qui est-ce que ça pourrait être et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'anciens Olympiens qui pourraient faire l'affaire? Et pour moi, il y en a peut-être qui pourraient faire l'affaire, mais aucun n'a été contacté. À qui je pense? Je pense à Klaus Allofs, qui a été directeur sportif de Wolfsburg, voilà, qui connaît l'OM, qui reste attaché à ce club-là, qui a été directeur sportif qui bosse, connaît le marché allemand, donc qui connaît les agents, qui sait comment ça se passe. Klaus Allofs, pourquoi pas, tu vois. Je dis pas qu'il faut que ce soit lui. Ça aurait pu être un candidat crédible. Autre candidat crédible, à mon avis, Eric Roy. Eric Roy qui a joué à l'OM. Le père d'Eric Roy a joué à l'OM. Il a été dirigeant à Nice. Il a été dirigeant à Lens. Il est dirigeant à Watford. Pourquoi tu n'essayes pas de le contacter à un moment ou à un autre, tu vois, pour prendre la température, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, qu'est-ce que tu proposes, où est-ce que tu vas? Donc, et c'est pas le mec le plus, c'est pas l'ancien le plus glorieux, mais c'est quand même un ancien, il connaît le club, c'est important de connaître l'histoire. Qui connaît le club et qui connaît aussi ce genre de poste. Donc voilà, c'est pas forcément lui la personne idéale, mais pourquoi tu n'essayes pas de les contacter, de les approcher et de prendre un peu leur avis, leurs sentiments? Ça t'intéresse, ça t'intéresse pas? Qu'est-ce que tu ferais? Quel serait ton projet, tes ambitions, etc., etc. Donc, je sais pas pourquoi il y a une espèce de défiance envers les anciens. Je me l'explique pas. Au début du projet Héros, il était question que Jean-Pierre Papin vienne, justement. Il y avait eu des contacts qui avaient été amorcés dans ce sens-là. Et du jour au lendemain, Papin n'a plus eu de nouvelles. Donc, il devait bosser plus avec les jeunes, si mes souvenirs sont bons. Il était ravi, il était emballé, il attendait que ça, etc., etc. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Est-ce que c'était juste un coup de com' pour essayer de montrer aux supporters qu'il bossait, qu'il essayait de faire des choses qui pourraient leur plaire, et après arrêter? C'est une hypothèse à pas écarter non plus. Mais voilà, toujours est-il que c'est vrai qu'à part Basile Boli, il n'y a pas beaucoup d'anciens Olympiens. Tu vois, il y avait Sébastien Pérez qui dirigeait la cellule de recrutement des jeunes, centre de formation. Sébastien Pérez qui a été écarté récemment, sans explication logique et rationnelle, a priori. Donc, voilà. Après, il y a des gens de l'extérieur qui font du bon boulot. Je pense au directeur du centre de formation, Ferrat Kirat, qui fait vraiment du bon boulot, qui est très apprécié pour tout ce qu'il met en place, les relations qu'il a avec les uns et les autres. Donc, il n'y a pas à l'extérieur, des gens qui viennent de l'extérieur peuvent faire du bon boulot aussi. Mais comme tu dis, peut-être que des personnes qui connaissent le club peuvent également faire l'affaire, d'autant qu'ils savent où ils mettent les pieds.
Ouais, tout à fait. Allez, une petite partie mercato. Bon, c'est pas évident évidemment, comme tu disais, mais à combien de départs doit-on s'attendre est-ce qu'on peut vraiment s'attendre au départ des départs? On reste sur les départs, après on va les arriver à une grosse somme pour Sanson, Caleta-Car. Alors, c'est quoi une grosse somme déjà? Difficile à dire. On fait au moins 30 millions, quoi. C'est ce qu'espère l'OM en tout cas. Hein. Ils espèrent tirer une trentaine de millions pour Caleta-Car, Sanson, voire Camara. Mais on est quand même dans un marché compliqué à cause du coronavirus. Les clubs ont vu leurs recettes diminuer, hein, tous les clubs étrangers ont vu leurs recettes diminuer, les clubs français également. Mais ceux qui peuvent lancer des offensives à ces sommes-là sur des joueurs de l'OM, ça peut être que des clubs étrangers. Il y a PSG aussi, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, je sais pas, on connaît pas les clubs étrangers, le mercato a pas commencé, donc on sait pas trop comment ça va se passer. Regarde, le Real Madrid a dit qu'ils allaient pas se lancer, par exemple, dans de grandes offensives cet été à cause du coronavirus. Est-ce que les autres clubs vont le faire ou pas? Pour l'instant, c'est l'incertitude, on sait pas. On sait pas ce que ce marché va être. Il s'est pas passé grand-chose jusqu'à présent. Quand tu vois que pour un Mbaye Niang, Rennes réclame 30 millions d'euros, donc ça me paraît quand même colossal, exagéré et exorbitant. Donc il y a plein d'inconnus aussi autour de ce marché post-coronavirus. Et nous, on se pose les questions, mais les clubs se les posent également. Je sais qu'il y a plein d'endroits où tous les scouts ont été mis au chômage partiel. Ils savent pas s'ils vont reprendre ou pas. Ils proposent des deals, mais ils savent pas si ça va voir le jour, si leur club a les moyens. Je pense à des clubs anglais qui ont perdu beaucoup d'argent aussi dans la crise sanitaire. Donc ça aura forcément un impact sur les transferts, sur le prix des transferts. Et est-ce que les clubs vont faire des grosses propositions? Des agents me disent oui, qu'il y aura des grosses propositions, mais sur des gros joueurs. Est-ce que sur des joueurs qui sont pas considérés comme faisant parmi les top joueurs, est-ce qu'il y aura des grosses propositions? Plus difficile à dire, quoi. Aujourd'hui, c'est même impossible à dire parce que finalement, il n'y a rien qui est lancé. Alors, en parlant de grands joueurs, c'est une blague, hein, je l'entrée. Donc, on a des Mitroglou, on a des Germain, on a des Kawi. Est-ce qu'on va arriver à s'en séparer? Alors, même gratuitement, évidemment, parce qu'on va pas demander 15 millions pour Mitroglou. Est-ce que on va réussir à en faire partie? J'ai vu dernièrement ton article là, un stage où Mitroglou, voilà, et peut-être il pourrait partir, mais est-ce qu'on va vraiment y arriver? C'est compliqué, hein. Déjà, il est pas là. Moi, je suis en Allemagne. Je suis arrivé hier en Allemagne, là, où l'OM est en stage. Il n'est pas là encore, même s'il a fini la saison plus tard, parce que avec le PSV Eindhoven, il est toujours pas là. Ce qui est compliqué, c'est son salaire. Il a un gros salaire. Donc, est-ce qu'il serait prêt à consentir des efforts pour le baisser, parce qu'il va avoir 32 ans? Est-ce qu'il est prêt à faire une saison blanche à l'OM? Donc, il ne faut pas écarter non plus, comme il nous reste qu'un an de contrat, il ne faut pas écarter non plus la solution d'un accord à l'amiable. Donc, ouais, il y a plein de pistes comme ça à creuser. Valère Germain, il lui reste un an aussi. Il a un gros salaire, donc c'est ce qui refroidit beaucoup de courtisans. Comme il lui reste qu'un an, tu vas pas le prêter, ça n'a aucun intérêt. Et puis, il faut oublier que Valère Germain, c'est quelqu'un qui est apprécié dans le vestiaire par son état d'esprit. On a l'impression que c'est un lieu commun de dire ça, mais non, c'est vraiment la réalité, quoi. Tout le monde, c'est le mec qui fait pas de vagues, qui est bien intégré, bien apprécié par tout le monde. Donc voilà, donc Kawi, après, c'est un autre marché aussi. Il avait failli partir l'année dernière. Finalement, ça s'était pas fait. Donc après, c'est vrai qu'il s'est pas mis beaucoup en valeur. Il a très peu joué. Non. C'est pas des dossiers qui sont simples. Oui, ça on le sait. D'autant qu'ils ont tous des salaires importants à différents niveaux, évidemment, parce que Mitroglou a un salaire plus important que Germain, qui lui-même a un salaire plus important que Kawi. Mais ça reste des salaires qui sont élevés pour la plupart des clubs français. Donc pas simple. Ouais. Au niveau des arrivées, est-ce que, si je résume, l'OM cherche un latéral droit parce qu'a priori Sarr ou Saka va partir, un latéral gauche enfin pour suppléer à Mavi, un attaquant de complément à Dario Benedetto, donc plus le milieu défensif, mais ça y est, c'est fait avec Gay. C'est là, ou alors il y a également d'autres postes qui pourraient être ciblés. Alors il y a des rumeurs, là j'ai vu un milieu défensif, mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre le milieu défensif, sauf s'il y a un départ, sans doute.
Je sais qu'il y a des joueurs qui sont proposés à André Villas-Boas, bon, comme c'est le lot quotidien, ça, hein, il reçoit plein de propositions régulièrement des services des uns et des autres. Latéral gauche, je suis pas sûr encore parce que il va falloir voir ce qui va se passer en préparation avec Rokia. Christopher Rokia, il a été prêté 1 an et demi à Sochaux, ça s'est plutôt bien passé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui il a les épaules pour être la doublure de Jordan à ma vie ou pas, à voir. La préparation en Allemagne elle va nous en dire un petit peu plus avec les 3 matchs amicaux qui sont programmés. Après, il y a le défenseur central hein, qui va arriver, Leonardo Balerdi, en toute vraisemblance, comme on disait tout à l'heure. Au milieu, il y a Pape Gay, et ça bougera pas tant a priori tant qu'il n'y a pas de vente. Et après, il y a l'histoire du latéral droit aussi, sans doute. Si, comme tu dis, Sakai ou Sarr s'en va, a priori, Sarr a quand même une plus belle cote que Sakai aujourd'hui. Et plus de clubs qui s'intéressent à lui. Donc voilà. Après sans doute que des départs seront compensés parce que le groupe est pas fou. Hein, le groupe est pas hyper étoffé avec la Ligue des Champions, avec toute l'énergie que ça pompe physique et aussi bien physique que mentale. Donc voilà. Après je pense que peut faire confiance à André Villas-Boas et ses réseaux. Il bosse là-dessus. Voilà, il va pas faire n'importe quoi, tu vois, sur l'attaquant de complément. Je sais qu'il y a des joueurs qui lui ont été proposés, il n'a même pas répondu parce que ça l'intéressait pas. Donc, il sait où il veut aller depuis longtemps. La feuille de route a été établie depuis le mois de mars. Oui. Il a établi le profil des joueurs, même les joueurs qu'il voulait. Donc, il sait où il veut aller, il connaît le marché, il est bien épaulé pour ça aussi. Et voilà, peut-être qu'il y a des bons coups à faire en prêt, en joueur libre. Est-ce qu'on aura du coup un effectif légèrement plus étoffé au niveau quantitatif? Donc du coup, s'il y a 4 départs, ben on irait, je sais pas, 8 arrivées ou ce serait 4-4? Écoute, pour l'instant, je n'ai pas de réponse claire à te donner là-dessus. Je pense qu'ils vont essayer de compenser tous les départs. Après, encore une fois, si c'est le départ de Mitroglou, qui fait pas partie des plans de Villas-Boas, qui s'entraîne pas, est-ce que tu es obligé de le compenser ou pas? Peut-être pas, parce que surtout, ça te libère de la masse salariale. Il n'était pas l'année dernière non plus. Donc, ça te libère de la masse salariale et ça te donne une espèce de bouffée d'oxygène finalement. Donc, ça dépend de qui s'en va. Si c'est un joueur qui ne rentre pas dans les plans d'André Villas-Boas, je suis pas sûr qu'il soit forcément remplacé. Si c'est un cadre, un titulaire en puissance, là, tu es obligé de faire un effort parce que je dis n'importe quoi. Si c'est Thierry Tatsar qui s'en va, ça veut dire qu'il te manque des défenseurs centraux et donc tu peux pas faire la saison avec 3 centraux. Même si Lucas Perrin a été très intéressant à chaque fois que sa chance lui a été donnée l'année dernière. Est-ce que ça va être suffisant? On peut se poser la question. Je pense que tu as besoin d'un peu plus de joueurs dans la rotation malgré tout. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je voulais avancer, on termine, hein, ça fait un peu long, désolé. Au niveau sportif, comment tu vois la saison à venir, toi? Est-ce que tu te dis, finalement, avec André Villas-Boas qui reste, qui a l'appui des joueurs, a priori, quand même, l'effectif va pas trop être chamboulé, même s'il faut quand même des départs. Tu es assez optimiste ou bon, tu te méfies de la concurrence, notamment Nice qui se renforce beaucoup, Lyon qui peut peut-être revenir, Lille elle sera peut-être toujours là. Non, moi, par nature, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie d'y croire que ça va bien se passer. Ben, d'ailleurs, il y aurait toutes les raisons objectives pour que ça se passe bien. Après, on sait que la deuxième saison est quand même toujours plus compliquée à l'Olympique de Marseille. Donc le groupe, a priori, ne va pas changer beaucoup. C'était Bernard Tapie qui disait que régulièrement, à son époque, il changeait volontairement 30 à 40% de l'effectif pour un peu redistribuer les cartes et redonner un peu de 109 insuffler un petit peu de 109 à tout ça. Didier Deschamps faisait pareil. Hein. Rappelle-toi, quand il était venu à l'OM, même quand ça marchait, il essayait de changer grosso modo 30% de l'effectif pour que les remplaçants ne soient pas installés dans leur rôle de remplaçants et les titulaires ne soient pas installés dans leur rôle de titulaires, qu'ils soient titillés en permanence, etc. etc. Exactement. Donc voilà. Donc, on va bientôt terminer. Je voulais juste finir sur la formation. Est-ce que tu penses que toi, depuis 4 ans que l'équipe de McCourt est là, l'OM a bien avancé
dans ce domaine, et avec en plus l'arrivée de Nasser Largué qui a l'air apparemment d'être un cador, l'OM a passé un cap dans ce domaine. Ils ont fait l'effort en tout cas, donc c'est déjà pas mal. Est-ce qu'ils ont passé un cap? J'ai envie de te dire oui, mais c'est encore un peu tôt à dire parce que on sait que les fruits de la formation sont récoltés quand même beaucoup plus tard. Il y a plus de contrats pro qui ont été signés cet été, mais ça ne veut pas forcément dire que tous sont au niveau pour intégrer aujourd'hui l'équipe professionnelle. D'ailleurs, on le voit sur les différents stages, hein, il y a très peu de joueurs qui ont signé contrat pro et qui sont là. Donc, en tout cas, des efforts sont faits pour aller dans ce sens-là, pour aller dans le sens de la formation et son développement. Voilà, on espère que ça va porter ses fruits et que finalement l'OM va pouvoir s'appuyer davantage sur son centre de formation dans les années à venir. Mais voilà, il y a encore quand même beaucoup de travail, y compris pour les jeunes qui ont signé cet été, puisque là, de mémoire, ceux qui ont signé cet été, je crois qu'il y a Hugo Bertelli qui est là, il y a Cheikh Souaré qui a rejoint l'effectif seulement samedi, et puis c'est tout. Puis il y a Julien Vanny, mais qui n'est pas encore professionnel. Camardin, il n'y est pas? Camardin n'y est pas. Non. Et Nassim Hamed, qui était aussi au Portugal, n'est pas là. D'accord. Donc du coup, c'est pas encore pour demain que l'OM pourra aligner 4-5 joueurs dans son équipe type, à l'instar du Barça par exemple, ou d'autres clubs. Voilà, vous venez de voir l'interview de Fabrice Lamperti, journaliste à la Provence, qui donc nous a consacré une bonne heure et quart pour parler de l'actualité de l'OM, une grosse partie sur la vente OM. Il a éludé aucune question. Donc merci à lui de sa disponibilité et de sa participation active à cette interview. Le prochain interview, donc la prochaine émission de Ouvre ton cœur, sera avec Thierry Trésor, un Marseillais qui a été journaliste marseillais, qui a traité l'actualité de l'OM et maintenant il fait des vidéos. Et c'est aussi le fils de l'illustre Marius Trésor, un des plus grands défenseurs français de l'histoire et qui a évolué sous les couleurs marseillaises de 1972 à 1980. Je vous remercie beaucoup.